Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Décideurs du Net. Je vous rappelle que l'émission est en direct sur Décideur TV et également sur le site du Journal du Net. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions à notre invitée. Et justement, cette invitée, qui est-elle? En parallèle de sa carrière en marketing chez Renault, elle ouvre son propre blog en 2005 pour parler de médias sociaux. Et c'est comme ça qu'elle est repérée par les professionnels. Et elle finit par être débauchée en 2008 par l'agence We Are Social, une agence de communication spécialisée dans les médias sociaux. Elle les rejoint donc en août 2008 pour finir par être nommée en janvier 2010 directrice générale pour créer la filiale française de l'agence. Nous recevons Sandrine Placereau. Bonjour Sandrine. Bonjour Clémentine. Bonjour Nicolas. Alors merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Donc la tradition dans cette émission, c'est de commencer par une question de Thierry Amar qu'on écoute tout de suite. Bonjour Sandrine Placereau. Votre activité est centrée sur les réseaux sociaux et principalement sur le earned media. Comment abordez-vous le paid media, ou en d'autres termes, quel espace faut-il acheter sur ces réseaux sociaux ou sur le web pour les annonceurs? Alors on va juste faire un tout petit rappel avec les termes un petit peu techniques de la question. Donc le earned media, ce sont les expositions dont bénéficie gratuitement une marque via les réseaux sociaux, alors qu'à l'inverse, le paid media, c'est l'exposition publicitaire achetée par la marque. Et donc après ces petites précisions, on va répondre à la question de Thierry Amar. Tout à fait. Je voulais juste, peut-être en préambule, juste redéfinir le positionnement de l'agence. On se définit comme une agence conversationnelle. L'idée, c'est de se dire que les conversations, elles ont toujours existé. Elles avaient lieu dans des vases assez restreints, que ce soit la famille, le bureau ou le café d'en bas. Et puis c'est vrai qu'avec l'explosion des médias sociaux, ces conversations, elles se sont déportées ou plutôt démultipliées en ligne. Donc certes, effectivement, notre activité prend lieu sur les médias sociaux, mais en réalité, notre métier aujourd'hui, c'est de générer des conversations. Ces conversations, soit elles y sont issues des médias sociaux, mais elles peuvent aussi prendre vie, en fait, ou en tout cas naître depuis des événements offline. Donc c'est vrai qu'on est sur de la conversation, mais pas exclusivement sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est vraiment de générer des conversations. Ceci dit, la question du paid media est tout à fait légitime. Comme je pense qu'un certain nombre d'entre nous, en tout cas des gens qui écoutent aujourd'hui, ont dû entendre, ont dû suivre le fait que Emily White, qui était la directrice des opérations d'Instagram, s'est fait débaucher par Snapchat hier. Alors Emily White avait lancé les prémices, en tout cas les premières offres de monétisation d'Instagram il y a un mois. Là, elle débarque chez Snapchat. On peut s'attendre à ce que Snapchat se mette à monétiser aussi son réseau aux annonceurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, ces plateformes sociales sont en train d'aller sur un schéma de monétisation, et on le comprend, il faut à un moment gagner sa vie. Et puis quand on parle de monétisation, bien sûr on parle de Facebook. Facebook qui, depuis son entrée en bourse, cherche à prouver sa rentabilité, en tout cas cherche à augmenter sa rentabilité, avec de vastes critiques de l'industrie qui dénoncent la monétisation de la conversation. Je pense que voilà, on l'a tous vécu, en tout cas dans l'industrie, les annonceurs, les agences. On a vu qu'il y avait un taux d'engagement qui baissait mois après mois ces derniers mois, et je pense que 2014 ne sera pas mieux. Alors certes, on peut critiquer, mais en tout cas la situation, elle est telle qu'elle est. Finalement, Facebook est une plateforme média. Moi, je trouve que voilà, la situation, elle est telle qu'elle est. Il n'empêche qu'en réalité, c'est pas si mal que ça. Alors, je vais essayer de l'expliquer. C'est qu'aujourd'hui, on est sur une plateforme où énormément de marques se sont positionnées, où elles ont généré de l'engagement. Très bien, souvent de l'engagement avec du contenu qui n'était pas qualitatif, et c'est aussi vers ce vers quoi Facebook va aller. Donc quand je dis du contenu pas qualitatif, et c'est vraiment pas le cas de toutes les marques, mais il y a énormément de marques qui continuent à essayer de générer de l'engagement et à y réussir d'ailleurs avec ce qu'on appelle les lolcats. C'est sûr que vous mettez un chat sur une page, ça fait exploser votre engagement, donc forcément votre page est plus visible, mais en réalité vous dites quoi de votre marque? Voilà, vous montrez un chat, pourquoi associer votre
votre page a un chat. C'est la même chose quand on arrive sur la saison d'hiver ou d'été où toutes les pages se mettent à publier des plages de sable blanc. Chouette, mais ça dit quoi de votre marque? Donc je pense qu'à partir du moment où effectivement le paid media, en tout cas la notion de devoir payer pour être visible et de fait en générer des conversations va devenir de plus en plus importante, va se poser la vraie question de la création de contenu de qualité. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, à partir du moment où on doit payer pour montrer son contenu et le rendre conversationnel, et ben, effectivement, il faut peut-être investir dans du contenu, voilà, du contenu de marque, du brand content, etc., et y compris sur Facebook. Juste une question, le positionnement initial de We Are Social, donc c'est d'être une agence conversationnelle. Comme vous le dites très justement, Facebook est vraiment en train de devenir une plateforme média. Concrètement, sur votre organisation, comment est-ce que ça vous affecte? J'ai vu que vous aviez lancé par exemple une division achat média début 2013. Finalement, est-ce que la part d'achat média ne prend pas le pas sur tout ce qui est création d'opérations virales ou d'opérations marketing sur les réseaux sociaux chez We Are Social? Non, pas du tout. En fait, voilà, on se positionne comme une agence conversationnelle. Alors déjà, je vais peut-être redéfinir ce qu'on entend par agence conversationnelle, puis je répondrai à votre question. En fait, agence conversationnelle, alors en anglais c'est Conversation Agency, alors tout de suite ça fait sens. Quand je suis rentrée en France, monter la filiale française, quand je disais agence conversationnelle, ce mot n'existait pas. C'était un peu compliqué, et puis finalement on a eu raison d'aller dans ce sens-là, puisqu'aujourd'hui ce mot est très utilisé dans les médias sociaux. En fait, le postulat de base, c'est de se dire que les médias sociaux, ils ont complètement révolutionné, et ils continuent de révolutionner la relation entre les marques et les consommateurs. Des consommateurs qu'on appelle aussi maintenant des consommateurs. Ils ont un droit de regard, ils passent du temps sur les médias sociaux, ils s'informent, ils répondent à des marques, ils donnent leur avis sur un positionnement de marque. Donc aujourd'hui, en fait, les marques, elles ne peuvent plus continuer à communiquer de façon descendante comme elles l'ont fait pendant des années. On sait, nous, enfin en tout cas notre positionnement, c'est de se dire que la conversation, c'est beaucoup mieux que l'interruption. Si quelqu'un rentre juste maintenant pour parler de danse, je pense que ce ne sera pas une conversation, ce sera une interruption et voilà, ça n'intéressera personne. Donc partant de ce principe, nous on aide les marques à accompagner, enfin en tout cas on accompagne les marques à créer un dialogue avec leurs consommateurs de façon cohérente et sur l'ensemble des canaux de communication. On est aujourd'hui conscient, et ça s'est fait très très rapidement je dirais sur les 12 derniers mois, que ces canaux de communication, ces espaces sociaux, ces plateformes sociales, qu'elles soient Facebook, qu'elles soient Twitter, qu'elles soient Snapchat bientôt et Instagram, sont en train de se monétiser et finalement c'est la loi des séries, c'est effectivement à un moment il faut que les gens se rémunèrent. En l'occurrence, on est une agence conseil. Nous, notre métier, c'est vraiment de générer de la conversation. Alors si aujourd'hui il faut passer par un peu de médias, et quand je dis un peu de médias, pour un statut, ça peut être 100 € pour un statut juste pour s'offrir de la visibilité. Donc notre métier, il reste quand même sur la conversation et on ne deviendra jamais une agence média. Maintenant, c'est vrai que il faut être clair, l'idée c'est de travailler, enfin notre vision c'est de travailler à la fois sur je dirais le paid, le earn et le on du client, et de travailler sur une synergie entre ces trois points. Et c'est pour ça que notre vision, et je pense qu'il est validée par un certain nombre de nos clients, c'est de se dire qu'aujourd'hui un média planning social doit être intégré intégralement dans la stratégie social media d'une marque, et que du coup je dirais l'achat média sur des espaces sociaux doit s'opérer en temps réel, en synergie avec la création de contenu tout le monde parle d'Oreo aux États-Unis, mais c'est du temps réel, et puis aussi en synergie avec le community management. Et de fait, aujourd'hui, un certain nombre de marques nous ont confié leur stratégie média en plus du social media. Donc et ça fonctionne énormément. Je donne un exemple. On travaille avec Renault France depuis 2 ans. Donc la première année, on a effectivement mis en place toute la stratégie, le positionnement de la marque sur les espaces sociaux. On a commencé à animer les espaces, que ce soit sur Renault d'ailleurs ou sur Dacia. Et puis depuis 1 an, en fait, on a vu le changement de Facebook qui devenait une plateforme média. Renault nous a confié du coup l'achat média sur les espaces sociaux. Donc on avait Arnaud qui était le community manager de la page, qui investissait en temps réel quand il voyait qu'un statut fonctionnait bien pour augmenter la viralité de ce statut. Et
Et finalement, ça fonctionne énormément, à un tel point qu'effectivement, aujourd'hui, Arnaud est devenu justement le responsable du pôle média de l'agence. Et qu'en parallèle, hier, il y a une étude qui vient de tomber, qui a été réalisée par une agence qui s'appelle Factory NPA, je crois, NPA, c'est français, et qui classifie en fait tous les constructeurs automobiles sur le digital et sur le social, et qui félicite Renault en disant Renault, c'est le leader incontesté, que ça soit sur le digital et les réseaux sociaux, parce qu'on voit une certaine cohérence entre, je dirais, l'engagement, le community management, la création de contenu et je dirais l'achat média, puisqu'il s'étonne d'avoir vu la marque effectivement exploser en nombre de fans, passer de 50 000 à 300 000 fans en un an, tout en maintenant son taux d'engagement. Donc on voit que ça fonctionne énormément quand on intègre tout. Donc oui, tout ce qui, par exemple, quand Facebook lance son ad exchange, lance son offre de retargeting, finalement, voilà, ils promeuvent leur offre de paid media, mais ça ne vous inquiète pas quant à la possibilité de continuer à faire des opérations à dimension virale et de capitaliser sur tout ce qui est earned, en fait. Oui, je ne dis pas que ça nous ravit non plus, mais je pense que de toute façon, c'est obligatoire dans un certain sens, puisque aujourd'hui, quand on est sur Facebook, on a peut-être 50 amis, 100 amis, on suit 3 marques, on suit 50 célébrités. À un moment, on ne peut pas avoir tout le contenu. Donc Facebook est aussi obligé de passer par une qualification des contenus. Et donc voilà. Alors, on a beaucoup de questions des internautes, pour le coup. On va peut-être commencer par des choses un petit peu concrètes. Il y a FIF qui vous demande qui sont vos clients. Donc vous avez parlé de Renault. Vous pouvez peut-être en citer quelques autres. Et puis qui vous demande, Blandine vous demande comment est-ce que concrètement vous accompagnez justement ces marques pour faire cette stratégie conversationnelle. En termes de clients, alors si je parle des clients français, puis je parlerai peut-être des clients à l'international, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on a 5 ans et on est présent dans 8 pays, on est un peu plus de 420 collaborateurs au monde et 60 en France, mais en France on travaille avec Bouygues Télécom, on travaille donc avec Renault, j'en ai parlé, on travaille également avec Barilla, on accompagne Moët et Chandon depuis 2 ans. On travaille avec BNP Paribas sur leur plateforme tennis qui s'appelle We Are Tennis. Peut-être que j'en parlerai justement sur l'exemple pour répondre à la question de Blandine. On travaille également avec la Banque Postale, une autre banque. Voilà, on a une trentaine de clients à l'année. Alors je suis désolée pour ceux que je n'ai pas cités, mais je ne peux pas tous les citer. Concernant la BNP avec qui vous travaillez, justement, j'imagine que l'opération que vous évoquiez là, c'était Tweet and Shot que vous avez lancé sur Twitter, qui était une super OP. Par exemple, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas lancé sur Facebook? Parce que c'est plus compliqué de viraliser, parce que Twitter c'est plus du live? Non, en l'occurrence, c'était un vrai insight, c'était un match de tennis en temps réel. Et c'est vrai que Twitter aujourd'hui est la plateforme du temps réel. Et donc ça nous paraissait extrêmement pertinent de le faire sur Twitter parce que voilà, c'est le temps réel. Donc cette opération, justement, pour expliquer un peu la façon dont on fonctionne, on travaille avec du coup BNP Paribas sur la plateforme We Are Tennis, qui est l'extension de son sponsoring tennis au niveau mondial, mais sur le digital. Il faut savoir que BNP Paribas est le premier sponsor du tennis au monde. Et du coup, on les accompagne sur cette plateforme digitale. Et en l'occurrence, cette année, cette plateforme sociale et digitale, mais cette année, BNP Paribas fêtait ses 40 ans de partenariat avec Roland Garros. Leur positionnement, c'est d'amener toujours le fan plus proche du terrain de tennis. La réflexion de l'équipe qui a travaillé dessus, Nicolas, Julien, était de se dire, finalement, il y a toujours une barrière physique et médiatique entre un joueur et ses fans. Et voilà, on a beau être complètement fan de quelqu'un, d'une chanteuse, d'un chanteur, d'un footballeur, etc. Et effectivement, déjà, il y a très peu de gens qui ont la chance d'aller dans un match. Et puis sinon, c'est à la télé. Donc, comment réduire cette barrière? Ils ont réfléchi à créer le premier entraînement crowdsourcé d'un joueur dont on parlait énormément en amont de Roland Garros, parce que c'était Jo-Wilfried Tsonga. Et effectivement, pour entraîner en temps réel un joueur, Twitter leur a paru la plateforme idéale, et c'était le cas. Donc je dirais la campagne a consisté en... Voilà, on a acheté un robot lanceur de balles, chose qui existe dans tous les clubs de tennis pour entraîner les gens. Ils l'ont connecté en temps réel à Twitter. Depuis, voilà, on a créé un site web en tout cas, il y avait le site weartennis.com avec une landing page qui était dédiée à cette opération pendant la campagne. Les utilisateurs pouvaient en fait faire un glisser-déposer
croisée de la balle de tennis à l'endroit spécifique où il voulait envoyer la balle à Jo-Wilfried Tsonga. Et donc pendant une heure, Jo-Wilfried Tsonga était sur un court de tennis dans le 15e arrondissement, mais ça personne ne le savait. Les internautes étaient derrière leur écran, ils envoyaient des balles, donc je choisis le positionnement, l'effet. Ça m'auto-génère un tweet, j'envoie un petit message personnalisé à côté, et Jo-Wilfried Tsonga récupère les balles en temps réel. C'est une opération que vous avez pu mener avec le concours de Twitter ou de votre propre chef finalement? On travaille énormément avec les plateformes, que ce soit Facebook et Twitter, et c'est vrai qu'ils nous accompagnent d'un point de vue conseil, sur, à la fois sur la médiatisation, mais aussi sur les mécaniques, etc. Donc ils nous ont aidés une fois que l'opération, ils sont venus sur l'opération, effectivement aussi. Alors là, on a beaucoup parlé de Facebook et de Twitter. On a une question d'Adrien qui demande, selon vous, quels sont les réseaux sociaux de 2014 ? C'est un métier passionnant et fatigant parce que tout change tous les jours. On se couche un jour et puis le lendemain, ça a changé. Ce qui est sûr, c'est que Facebook est là pour perdurer, hein, quoi qu'on en dise. C'est quand même le carrefour d'audience au niveau mondial. C'est quand même là où la majorité des marques sont présentes aujourd'hui. Il y a quand même 1,27 milliard de personnes qui sont sur Twitter. Sur Facebook, pardon. J'ai fait le petit calcul, c'est 17% de la population mondiale. Enfin, c'est juste énormissime. En France, on a 50% des Français qui sont sur Facebook. Donc, Facebook va rester là. Quand on lui prédit, certains lui prédisent parfois un destin à la MySpace, parce que c'est vrai que tout réseau social a un peu une obsolescence programmée. Quand on dit que les jeunes un peu délaissent Facebook, pour vous, c'est pas forcément inquiétant? Non, je pense qu'ils ne le délaissent pas. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, en tout cas, se retournent vers d'autres plateformes, mais finalement, ils restent également sur Facebook. Je pense que la puissance de Facebook, c'est toujours... ils sont critiqués tous les ans et ils ont une vision, ils ont une capacité d'innovation, ils se renouvellent jour après jour et ils surprennent chacun d'entre nous. Donc voilà, moi je pense que Facebook est là pour perdurer, pour longtemps, le temps qu'on trouve un autre réseau social pour 1,27 milliard d'utilisateurs. Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'aujourd'hui, la jeune génération se retourne aussi vers d'autres réseaux sociaux, que ce soit Snapchat dont tout le monde parle, le réseau de photos éphémères. Vous envoyez une photo à quelqu'un et puis elle disparaît entre 6 et 15 secondes. Donc ça, les ados sont à fond dessus, mais il n'y a pas que ça. Il y a également tout ce qui est WhatsApp aussi. Voilà, en fait, je pense que sur Facebook, aujourd'hui, on a ses collègues de travail, sa famille, ses amis. Les adolescents, ils en ont peut-être un peu marre d'être fliqués par leurs parents. Et du coup, ces conversations un peu plus secrètes, ils les ont sur Snapchat. Ils les ont sur Twitter aussi, puisqu'en France, 50% des utilisateurs de Twitter sont extrêmement jeunes. On parle beaucoup effectivement de Snapchat en ce moment. Facebook et Google ont formulé des propositions à 3 milliards et 4 milliards. Est-ce que ça a pu choquer certaines personnes, ces montants-là, pour un site qui finalement ne monétise pour l'instant absolument pas son audience? Vous pensez que Facebook et Twitter recherchent quoi en essayant de mettre la main sur Snapchat? Je pense que c'est le modèle du mobile en fait. Aujourd'hui, on sait que 65% des utilisateurs de Facebook utilisent Facebook sur le mobile. Facebook, à l'origine, est une plateforme web. Ils ont mis très très longtemps à switcher en tout cas à basculer vers une plateforme mobile. Aujourd'hui, ils y sont. Mais à côté de ça, on a des réseaux sociaux extrêmement innovants comme Snapchat qui effectivement touchent des populations beaucoup plus jeunes et qui ont des fonctionnalités extrêmement innovantes. Après, sur la valorisation, c'est toujours pareil. C'est le réseau social du moment et il y a tellement une guerre entre les mastodontes aujourd'hui. Il y en a 2-3 sur le digital que chacun veut se l'accaparer. Twitter a racheté Vine. C'était aussi une autre solution mobile et c'est vrai que le mobile est un peu la clé de la réussite à l'avenir. Et vous pensez qu'Instagram et Snapchat, par exemple, vont réussir à monétiser leur audience? Parce qu'Instagram, par exemple, ça fait quand même plusieurs mois qu'on nous annonce des sorties en bêta. Finalement, on ne voit pas trop de choses venir. Alors apparemment, depuis une semaine, ils sont passés à une publicité par jour. D'accord. J'ai cru vers les dollars, là. Voilà. Donc, Michael Kors, qui était le premier annonceur sur la plateforme, a annoncé des résultats qui pour lui étaient extrêmement positifs, qui ont été challengés par d'autres experts de l'industrie, mais en tout cas pour lui c'était extrêmement positif. J'ai plus les chiffres en tête, mais Ben & Jerry's a fait une publicité canon ce week-end aux US sur Instagram, et je crois qu'ils ont eu 440 000 likes ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est aussi quand le contenu est bien travaillé. D'accord. Alors Marie vous demande, comment fait-on pour créer des contenus originaux qui se démarquent pour une marque?
C'est la question, comment fait-on une vidéo virale? Imaginons, peut-être pour rendre le truc un peu plus concret, on est une société ou une marque pas forcément très glamour, on va dire. Est-ce que une boîte qui travaille dans le secteur des services ou dans l'administration peut malgré tout réussir à créer du contenu qui va viraliser et qui va créer de l'engagement? Oui, je pense que nous, c'est tout notre... Je dirais c'est tout notre positionnement, c'est de se dire qu'aujourd'hui, justement, les marques ne peuvent plus communiquer de façon descendante, elles doivent générer de la conversation avec leurs consommateurs. Et pour cela, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est les oreilles sont l'outil le plus important. Alors, quand je dis les oreilles, ce n'est pas les vraies oreilles, puisqu'en réalité, on écoute sur Internet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit un Coca-Cola qui se fait détrôner par Apple dans le classement Interbrand, on voit bien que quand les marques elles arrivent à offrir du serviciel, de la valeur ajoutée, c'est là où ça fonctionne. Donc oui, que ça soit une marque en B2B, et on a travaillé avec des marques en B2B ou des marques en B2C, l'idée c'est de vraiment bien comprendre les besoins des consommateurs. Ce qui est génial aujourd'hui sur Internet, c'est qu'on peut quand même écouter toutes les conversations. Il y a des millions de conversations par jour, on parle de big data, mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données? Quand on les classifie, on arrive à voir quels sont les écueils d'un produit, qui aime les produits, qu'est-ce qu'ils adorent sur ce produit, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils aiment chez la concurrence. On peut aussi travailler toute la stratégie. Il faut qu'elle entende. Quand on travaille sur un positionnement stratégique et donc sur du contenu a posteriori, il faut aussi comprendre les attentes des individus. Donc voilà, c'est l'écoute en fait qui permet de faire ça. Alors moi j'avais une petite question parce que j'ai vu que vous étiez en partenariat avec Virgin Radio pour un concert organisé le 19 décembre et vous annoncez un dispositif très novateur d'échange avec les réseaux sociaux qui s'appelle Fuel the Life. En quoi est-ce que ça consiste justement ce dispositif ? Alors, je ne pourrais pas tout expliquer, mais en gros, effectivement, le 19 décembre, Virgin organise un concert privé pour ses fans, ses followers et puis son audience radio. L'idée, c'est qu'on essaye de... voilà, quand on est dans un concert, il y a ces vibrations qu'on ressent, mais qui finalement restent dans le concert. On va faire en fait de toute cette audience, je dirais on va prendre la température globale de l'audience et selon en fait les mouvements, selon les mouvements en général, on va débloquer, ça va débloquer de l'énergie qui va débloquer des accès à des goodies, à des chansons spécifiques, etc. Donc c'est vraiment utiliser, je dirais ce qu'on appelle nous la creative technologie pour générer de la conversation sur des gens et c'est automatisé, voilà. Vous évoquiez tout à l'heure le mobile également, donc Facebook, Instagram, Twitter qui prennent le virage du mobile. We Are Social, comment est-ce que vous prenez le virage du mobile? Est-ce que vous avez déjà une structure dédiée? Parce que c'est quand même des mécaniques un peu différentes du web. Ça rejoint une question d'ailleurs d'internaute Hubert567 qui nous posait la question au tout début de l'émission et qui justement s'intéressait à cette problématique du mobile. Alors, nous, effectivement, notre métier, il est principalement conversationnel, donc c'est vrai qu'il y a de l'édito, mais il y a aussi du visuel. Et puis il y a aussi de l'applicatif, quand on fait des jeux concours, par exemple. Ce qui est sûr, c'est que tout notre contenu, qu'il soit édito, visuel ou applicatif, est pensé pour le mobile. Il est accessible sur le mobile, parce qu'on sait que les gens sont tout le temps sur le mobile. Donc on n'a pas une cellule dédiée, mais on a effectivement des gens qui réfléchissent. On a notre cellule à la fois créative technologie et notre cellule design, en fait, qui travaillent ensemble, main dans la main, avec nos consultants pour faire en sorte que ça soit toujours réfléchi pour le mobile. Nicolas, une petite question. Sinon on peut parler, du coup c'est vrai qu'au début par exemple, les indicateurs de performance sur Facebook, au tout début c'était l'acquisition de fans. Ouais. Hier il y a eu une initiative assez marrante, c'était pas hier, pardon, c'était en octobre, qui a été faite par Burger King en Norvège, où en fait Burger King a soumis tous ses fans en fait, à un test en leur demandant soit vous likez et vous restez fan de Burger King, soit vous cliquez sur un Big Mac et on vous vire de la page parce que vous nous préférez McDonald's, mais en compensation on vous envoie un burger par la poste. Est-ce que vous trouvez que cette stratégie de décroissance un peu qui privilégie la qualité à la quantité est intéressante? Ouais, en plus, moi, je trouve que l'opération, elle est extrêmement pertinente, elle est très créative.
elle va complètement dans le sens de ce qui est en train de se passer. C'est vrai que 2010, les marques ont acheté des fans à gogo sur Facebook sans comprendre que sans engagement, ça ne fonctionnait pas. Et puis du coup, quelqu'un comme Burger King, et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'ils font des opérations extrêmement originales sur Facebook, se dit, en fait, moi, les fans qui sont pas engagés, je m'en fiche et vous partez. Et du coup, c'est vrai que je crois qu'ils ont perdu 30 000 fans, mais en l'occurrence, ils ont gagné 10% en engagement ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Mais... Ils sont quand même passés de 38 000 à 10 000, donc je me dis, est-ce que c'est quelque chose que la BNP ou Renault pourraient accepter si vous les soumettiez à l'idée? Je pense que en fait, ça dépend vraiment des objectifs de la marque. C'est parce qu'on nous demande toujours quel est le ROI des médias sociaux, et moi ma réponse c'est quoi vos objectifs? On peut faire énormément de choses, on peut mesurer énormément de choses. En l'occurrence, si là Burger King, et c'est ce que j'imagine, c'est ce que j'en comprends, c'était d'avoir finalement une base de fans qui était représentative de ses meilleurs ambassadeurs, des gens qui sont dédiés à la marque et qui vont viraliser le contenu parce qu'ils adorent, effectivement ils ont pris la bonne option. D'accord. Et ce qu'on disait justement, ça rejoint une question de FIF qui a été posée tout à l'heure sur le chat. Pour vous, quelle est la marque qui exploite le mieux les réseaux sociaux? Et ce genre de procédé, justement. Alors, il y en a énormément, mais je vais en citer une, mais c'est très classique. Mais c'est Oreo, tout le monde, Oreo du groupe Mondelez, tout le monde en parle aux États-Unis parce qu'ils sont en temps réel. Ils se sont déjà mis en mode temps réel, mais temps réel d'un point de vue créativité. Et ça fonctionne énormément. C'est-à-dire en temps réel, en fait, j'avoue que moi je ne connais pas trop ce qu'ils font du coup aux États-Unis. Mais... Ouais. Donc vous prenez le Super Bowl en fait, donc la grande manifestation sportive, football américain, voilà, aux États-Unis, qui est un peu aussi la grande messe publicitaire puisque c'est je pense le jour où les annonceurs dépensent le plus pour montrer effectivement la primeur de leur nouvelle campagne publicitaire. Oreo était effectivement avait une campagne, je pense, télévisée qui était prévue. Ce qui se passe, c'est que le Super Bowl, en tout cas le match, le stade, a une coupure d'électricité. Donc tous les films publicitaires, il n'y a plus rien qui est visible pendant 3-4 minutes. Là, derrière, on a une équipe de designers et de consultants et de stratégistes Oreo qui sont en back-office dans les coulisses et qui font cette mini-création qui dit Oreo, vous pouvez le tremper dans le noir, ça ne change rien, et qui l'a publié en visuel et qui, du coup, cartonne et qui, finalement, avec très peu de médias par rapport à ce qu'aurait coûté une publicité télé, se prennent toute la part de notoriété du Super Bowl. Donc, c'est vrai qu'ils sont énormément dans l'instantanéité, mais nous ce qu'on dit toujours c'est que ça a l'air énormément facile, mais que derrière on a quand même des gens qui sont là pour rebondir en temps réel, des concepteurs rédacteurs, des designers, etc. Donc c'est un vrai travail. Vous évoquiez le cas du Super Bowl, donc, qui était télévisé. Oui. Un des gros enjeux de la bataille entre Facebook et Twitter, ce sera peut-être la social TV. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que Twitter est en avance, mais Facebook a commencé à déployer pas mal d'offres avec des partenariats médias, des partenariats avec des marques. Vous pensez qu'un jour Facebook peut s'installer là-dedans, même si ils n'ont pas, peut-être en temps réel, ils sont quand même beaucoup moins réactifs que Twitter, comme vous le disiez. Les conversations sont souvent circonscrites à la sphère privée, donc c'est compliqué d'extraire ça. Vous y croyez, Facebook, sur la social TV? Alors, moi, ce que alors, on dit toujours ne jamais dire jamais, mais je pense que cette phrase, elle s'applique extrêmement bien à Facebook. Je pense que je ne dirai jamais Facebook ne peut pas, parce qu'ils ont une force de frappe et une vision stratégique qui est juste énormissime, et à chaque fois ils débarquent là où on les attend pas. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui ils ont du retard. De toute façon, c'était pas leur positionnement. Twitter, c'était le temps réel. Eux, ils étaient plutôt sur des conversations entre amis, sur du loisir. Il n'empêche que là, leur algorithme est complètement en train de changer pour pousser du contenu en temps réel aussi. Donc voyons ce qui va se passer. Je pense que ça va être le mot de la fin, parce qu'on on est à la fin de l'émission. Merci beaucoup Sandrine Plessereau d'être venue avec nous. Merci. Nicolas, vous retrouvez Anne la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Décideurs du Net. Et en attendant, très bonne semaine à tous.